Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici 20 ans, jour pour jour, Claude Nougaro s'en allait rejoindre des poètes qui, comme lui, avaient combattu envers et parfois contre tous. Il vous appelait son frère de race mentale. C'est néanmoins très concrètement que nous allons, avec vous, évoquer un parcours unique. Bonjour Christian Laborde. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous êtes bien sûr un proche de Claude Nougaro, donc l'homme idéal pour l'évoquer aujourd'hui, 20 ans, jour pour jour après sa disparition. En même temps, vous êtes un poète puisque vous publiez chez Heliopol un livre assez étonnant, Fourbi. Le titre correspond à ce qu'il y a dans le livre. On va également en parler. Alors, on va évoquer bien sûr Nougaro à plusieurs reprises, à travers des dates. C'est le principe des clés d'une vie. Le 8 juillet 57, par exemple, c'est sa première télé avec cette chanson. Au printemps, les anges volent comme de jolis papiers. Première fois qu'on le voit à la télé dans une émission de 36 chandelles de Jean Noël. Jean Noël présente comme ça en disant vous allez nous chanter quelque chose d'entraînant. Et lui, tout timide, dit c'est la musique et d'Henri Salvador. J'ai fait les paroles très modestement car je ne suis que parolier. Et c'était sa première chanson. Oui, c'est la première chanson qui est sur un album qu'il a depuis renié. Mais c'était les débuts. Et ce n'est pas un hasard s'il allait du côté de Henri Salvador. Car si je m'en tiens à ce que disait Maurice Vander, le pianiste de Claude, il m'a dit que Claude avait le swing. Il y en avait un autre qui avait le swing, c'est Salvador. D'ailleurs, Salvador a écrit la préface au verso de son premier disque. Exactement. Donc voilà, là, il y avait un lien évident, le goût pour le jazz, quoi. Oui, et là, il a un costume, une cravate assez classique encore. Oui, il n'a pas encore choisi ses tenues de scène. Là, il était vraiment dans l'école comment pourrait-on dire ça, du music hall. Traditionnel, avant de trouver sa propre voix. Alors, effectivement, sa formation est classique aussi, puisque Pierre, son père, est baryton, sa mère est pianiste. Il aurait dû faire du classique, Claude Nougaro, Christian Laborde. Il aurait dû faire du classique, exactement, avec une telle famille. Il a gardé de sa famille musicale, donc de sa maman et de son père, le sens de l'excellence, le travail sur la voix. Mais ce qui a tout changé, c'est Radio Toulouse. Quand il avait 10 ans, 12 ans, et qu'il pleurait parce que ses parents l'avaient abandonné. Et à Radio Toulouse, chez sa grand-mère, il a entendu une émission qui était présentée par un certain Hugues Panassier. Oui. Et là, Hugues Panassier passait des disques de jazz et la musique l'a absolument bouleversé. Et il m'avait dit, d'ailleurs, le jazz s'est posé comme une soucoupe chantante sur les laitues harassées des jardiniers toulousains. Ouais, c'est magnifique, c'est Nougaro. Alors, il se trouve que Hugues Panassier avait fondé, bien sûr, un club de jazz célèbre, et c'est lui qui a découvert Louis Armstrong en France. À l'époque, Louis Armstrong n'était pas connu aux États-Unis. Armstrong, il chantait dans des petits bars avec une ardoise à l'entrée et son nom. Et Charles Trenet l'a rencontré comme ça dans un bar à Harlem, et Armstrong l'a confondu avec Panassier. Il l'appelait Monsieur Panassier à chaque fois. Alors, c'est vrai que Louis Armstrong aussi a commis quelques bêtises. Il a été dans une maison de correction. Et Claude Nougaro aurait pu lui aussi finir dans une maison de correction parce que ses jeunes années ont été assez agitées, Christian Laborde. C'était des années assez castagneuses. À vrai dire, il habitait sur le faubourg des Minimes. Donc, il n'était plus dans la campagne qui le rejetait, et il n'était pas encore dans la ville vraiment qui le regardait de haut. Et sur ce faubourg populaire, il fréquentait là tous les petits Espagnols réfugiés de la guerre d'Espagne, et donc c'était des castagnes à n'en plus finir. Il rentrait avec les vêtements déchirés dans une espèce de West Side Story à la toulousaine, tu vois. Et donc là, ses parents l'ont envoyé dans des écoles, notamment au fameux Sorèze, la fameuse école de Sorèze, une école militaire, où on était censé le redresser. On ne l'a pas beaucoup redressé. En fait, cette école qui était le collège de Sorèze, les filles et les garçons étaient séparés d'au moins 1,50 m. Oui, c'est cela. Et ça lui plaisait pas du tout. Dites non. Et là, il a fréquenté aussi Hugo Frey, cette école. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il a été renvoyé pour indiscipline, et il a été aussi renvoyé, je crois, à Saint-Paul-de-Vence et à Vichy. Ça s'est pas mieux passé. Partout. Et à Vichy, par contre, au lycée de Vichy, le proviseur était très compréhensif.
et il y a laissé une chambre un peu à l'écart dans laquelle il pouvait écouter des disques. Et donc, il n'a pas réussi son bac, mais il a continué à écouter de la musique, et il savait il avait un rendez-vous avec les notes et avec les mots. Ça, il le savait. Oui, et alors en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, la vocation de Claude Nougaro, Christian Laborde, c'était la danse. Il rêvait d'être le nouveau Nijinsky. Oui, tout ça après avoir vu un chef-d'œuvre dans un cinéma, le Florida, son quartier d'enfance à Toulouse, qui donnait un chef-d'œuvre, oui, un chef-d'œuvre artistique qui enfonce tout Jean-Luc Godard. Le chef-d'œuvre s'appelait Aloha, déesse de la jungle. C'était une tarzanerie fantastique avec Dorothy l'amour, oui, dans le rôle d'une princesse que les pygmées avaient capturée et qu'ils voulaient transformer en Amber Girl, en gros. Et donc il avait vu danse, il m'avait dit, tu vois, je me souviens très bien des jambes de Dorothy l'amour, mais également la danse des pygmées. Et c'est en les voyant danser que je me suis dit, je serai danseur. Et danseur, il a été sur scène. Bien sûr. Alors, il se trouve aussi que la littérature l'intéressait beaucoup plus que les études. Et je crois qu'il avait une passion, Claude Nougaro, dès le début pour Victor Hugo, Christian Laborde. Il avait une passion pour Hugo, c'est-à-dire, et de façon plus large, pour l'alexandrin. Il adorait l'alexandrin, il adorait la musique de ce vers, sa puissance, et Hugo et Verlaine. S'il fallait en donner deux, à Hugo, on peut ajouter Verlaine, et ensuite, évidemment, le poète qu'il a rencontré, qui a été Jacques Audiberti. On va en parler tout à l'heure. Mais il faut faut savoir qu'au début, Christian Laborde, Claude Nougaro veut être journaliste, et il publie dans un journal de Vichy des petits poèmes et des articles. Oui, alors un poème sur la chaisière. Il saisissait comme ça des instantanés de la vie des curistes, et donc, mais déjà, c'était l'envie de... Il fallait que ces mots atterrissent quelque part, et ils atterrissaient dans ce journal-là. Ce sont effectivement ses débuts, des débuts qui va ensuite prolonger un peu à Paris, lorsqu'il fallait bien payer la cantine et payer les repas, et donc il a travaillé un petit peu dans la presse, mais il avait comme exigence, il faisait des entretiens, il ne voulait rencontrer que des poètes. Exactement. Et voilà. Alors, il a rencontré aussi des gradés, puisqu'il a fait son service militaire au Maroc, et là, ça a été une véritable catastrophe. Oui, là, il a fini au trou, ça a été, on vous laisse raconter ça, parce que oui, je me souviens que En fait, il a été envoyé le plus loin possible, oui, pour qu'on le voit pas, et oui, on l'a oublié au moment où il devait revenir en France. C'est ça. Extraordinaire, oui, c'est extraordinaire, son séjour sous les drapeaux, oui. Alors, il arrive à Paris, effectivement, chez ses parents, et son quartier général, c'est les Deux Magots. Et les Deux Magots, on l'a un peu oublié, c'est un café qui a ouvert en 1885 à la place d'un magasin, et il y avait deux figurines chinoises qui étaient deux magots. Et c'est pour ça que les deux figurines sont restées, et que ça a été les Deux Magots, où sont venus Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, et plus tard Prévert, sa bande, et Nougaro qui a débarqué là-bas. Il a débarqué là. À vrai dire, son quartier général, c'était surtout Montmartre et le Lapin Agile, puisqu'il avait une chambre au-dessus de la salle de spectacle, donc chez son ami Vivi, mais il venait aux Deux Magots pour les interviews. Et c'est ainsi qu'il a interviewé donc Jacques Audiberti. Alors là, il y a une histoire extraordinaire, c'est que il passe donc un après-midi avec Audiberti, et il l'interroge, et là, évidemment, il écoute la parole du maître. Et ensuite, ils sortent des Deux Magots, et ils sont sur le boulevard. Et là, Audiberti s'interroge à voix haute, « Où vais-je dormir ce soir ?» Claude, entendant ça, lui dit, « Mais maître, venez passer la nuit à la maison. Il y a la chambre de ma grand-mère, c'est l'appartement de mes parents, je suis seul. La chambre de ma grand-mère est pour vous. » Et alors Audiberti arrive dans cette chambre-là. Il a ce mot en entrant dans la chambre. Quel bonbon de silence. Et alors le bonbon était tellement bon que Audiberti, qui devait passer une nuit chez Claude, va y passer un mois. Exactement. Voilà. Et il faut savoir qu'Audiberti, au départ, son premier fan était Edmond Rostand. Quand il lui a envoyé ses poèmes, Edmond Rostand lui a répondu par une photo dédicacée en l'encourageant. Ah ouais, alors, c'est merveilleux parce qu'Edmond Rostand, Claude avait un culte aussi pour Edmond Rostand. Bien sûr. Alors il se trouve qu'Audiberti donc s'installe chez ses parents. Il va rester pendant un mois, puis il va rester jusqu'à la naissance de cet enfant. Cécile, ma fille,
voilà, et me voici, moi j'ai 30 ans, toi, 6 mois. C'est vrai que cette enfance a été très importante dans la vie de Claude Nougaro, Christian Laborde. Oui, c'est Cécile, c'est sa fille donc qu'il a eue avec sa première épouse, parce que Claude épousait beaucoup. Oui. Et dans sa première épouse, Sylvie, qui était vestiaire au Lapin Agile. Et donc, lorsqu'il venait dire ses poèmes au Lapin Agile, il passait devant elle, mais il n'a jamais osé l'aborder tellement il était timide. Et c'est elle qui est venue vers lui. Et donc, il y a eu cette liaison avec Sylvie, et est née donc Cécile, qui porte le prénom de la grand-mère de Claude, d'ailleurs. Exactement. Et qui aujourd'hui s'occupe de la maison Nougaro, une péniche dans un port à l'embouchure de Toulouse, Oui. où il y a des manuscrits, des photos. Oui. C'est quelque chose de très important pour elle. C'est très important qu'elle ait pu... Elle a retrouvé ce papa dont elle a été toujours privée. Tu sais, vous savez, moi un jour, je discutais avec Cécile, je lui disais, Cécile, tu as une si belle chanson. Elle m'avait répondu, oui, mais j'aurais préféré un papa. C'est une belle phrase, elle Voilà, est digne de son voilà, père. voilà. Autre date importante dans la vie de Claude Nougaro, le 22 février 1977. À tout de suite pour en parler sur Sud Radio avec Christian Laborde. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Nous parlons aujourd'hui de Claude Nougaro qui nous a quittés voici 20 ans, exactement jour pour jour, avec quelqu'un qu'il connaît mieux que personne, Christian Laborde. Et Christian Laborde qui publie chez Héliopole un livre de poèmes, entre autres, de textes fourbis qu'on va évoquer. Et je suis sûr que Nougaro l'aurait apprécié à sa juste démesure. Alors, on a évoqué les débuts de Nougaro. Si je parle du 22 février 77, c'est que pour la première fois à l'Olympia, il a une écharpe blanche. Et c'est vrai que ça a été un tournant dans sa carrière. Oui, il était toujours habillé de noir comme Piaf. Bon, parce qu'il se définissait comme une Piaf au masculin. Oui. Et c'est vrai que s'il a introduit le jazz dans la chanson française, il n'a jamais perdu de vue l'accordéon et le poumon du pavé et Piaf, quoi. Sa Piaf, c'était pour lui une référence importante. Et d'ailleurs, la dernière photo de Piaf en public, dans sa propriété, on la voit sur le banc, et elle a un tourne-disque à ses côtés, et elle écoute le premier disque de Claude Nougaro. Donc il y a une vraie filiation là. Alors, c'était à Place Cassier où elle s'était retirée dans le Midi. Voilà, c'est cela. Et donc là, sur scène, arrive cette écharpe dont vont s'emparer tous les caricaturistes et tous les imitateurs. Elle va faire un personnage de Nougaro, et c'est vrai, lui, ça lui donnait une écharpe comme une étole angélique sur sa noirceur, comment dirais-je, scénique. Et c'est vrai que l'ange est un personnage très important dans les chansons de Claude. Hein. Et donc là, oui, je trouve que en plus, ça participait du mouvement, comme il dansait, l'écharpe dansait elle-même. Tout cela, c'était la scène, quoi. Voilà. Et la scène avec un répertoire dont une chanson symbolise les rythmes qu'il défendait. Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant, toi qui ris avec des larmes, en perlant dedans tes cils, débarque avec ton Brésil. Les rythmes brésiliens, Claude Nougaro les a introduits dès le Théâtre de la Ville en 73, oui. À 18h30, ce qui était un risque à l'époque, mais c'était à guichet fermé. Ah oui, absolument. Et c'est vrai que la rencontre avec Baden-Powell et avec le Brésil est importante. Et à travers le jazz, il y a toutes les larmes de Claude. Hein. C'est vrai que c'est une musique de souffrance, de douleur que l'on traverse. Et la musique brésilienne, c'est, comme il me disait souvent, c'est la joie débarque. Parce qu'il avait quand même beaucoup de tourments, et il se sentait aérien, léger, et profond mais léger dans la musique brésilienne. Et c'est vrai que le mariage qu'il réussit entre les alexandrins, la langue française et cette rythmique-là, c'est un mariage inouï. Oui, alors quand vous parlez de souffrance, effectivement, Christian Laborde, c'est que le parcours a été long, le chemin a été long. D'abord, ça a commencé effectivement au Lapin Agile, où son père, je crois, Pierre, l'a amené un jour, et où il a dit des poèmes. Le Lapin Agile, c'est le plus vieux cabaret de Montmartre. Vous avez des Chinois ou des Japonais qui boivent une cerise à l'eau de vie sans même écouter, et lui, sans même comprendre le français, et lui, il disait ses poèmes. Oui, il disait ses poèmes. Alors, il s'est présenté seul au Lapin. Et la légende veut que ce soit son papa. Or non, il dit, moi, je l'ai fait sans mon père. Bon, là, je raconterai un petit peu pourquoi. Hein. Mais donc, il arrive au Lapin,
et il va pour dire des textes. C'est extraordinaire parce que, alors je lui demandais pourquoi j'ai voulu commencer par dire, parce que je n'osais pas chanter. Et je lui dis, avec la voix que tu as, toi, tu as pu ne pas oser chanter. Oui, il me dit, on ne chante pas au pied de cette montagne de viande et de voix qu'est Pierre Nougaro, premier baryton de l'Opéra de Paris. Voilà, donc il y avait la statue du commandeur là, hein, et donc comment dirais-je, il s'est tourné vers la poésie. Et Vivi, le patron du Lapin, me disait, mais enfin, sa voix était posée. Il avait une diction formidable et il installait le silence au Lapin, sans musicien, sans rien. Donc là, on a senti la présence. Et ce qui va provoquer l'arrivée de la musique, ce sont les doigts de Jimmy Walter, d'un pianiste qui arrive de New York, qui se met à jouer un jour comme ça, au Lapin, et sur les doigts de Jimmy Walter, Claude va écrire Il y avait une ville. Exactement. Et donc ça va démarrer comme ça, voilà. Et alors ensuite, il va commencer à écrire des chansons pour les autres. Je crois que Marcel Amont l'a chanté, Colette Renard, Yves Montand. Et puis un jour, à force d'écrire pour les autres, il a envie de faire des chansons pour lui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne veulent pas ces chansons. C'est peut-être pour ça qu'il a chanté. Oui, alors là, le seul qui voulait de Claude, c'est Michel Legrand. Et donc, ils composent ensemble les chansons, dont Cécile, ma fille, dont une petite fille en pleurs, notamment. Et là, le disque est prêt, enfin les chansons sont prêtes. Et Claude dit, oui, bon, on a marié le français, le jazz, mais qui va chanter ça? Et Michel Legrand lui dit, c'est toi qui vas chanter. Oui, mais... Et alors, il y avait ce doute. Et alors là, Michel Legrand va voir Jack Canetti, le patron... des Trois Baudets. Trois Baudets et de Philips, quoi. Ouais. C'est lui qui a fait Brassens, Brel, etc. Jack Canetti n'y croit pas. Il n'y croit pas. Il ne veut pas. Il faut toute la stratégie de Michel Legrand qui va contourner Canetti, trouver un producteur chez Philips, il loue un studio, ils installent son orchestre, Claude Nougaro, Michel Legrand, c'est parti, une prise, ils font l'album. Ça part sur les ondes, et une petite fille en pleurs fait un malheur, et Jack Canetti lui téléphone, Monsieur Nougaro, je m'incline devant votre immense talent. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, où est-elle, nom de Dieu? J'ai un truc à dire dessus. Elle a dû remonter par la rue de Rivoli. J'ai de la flotte plein les yeux. Parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel Alors, amour. il se trouve que cette chanson, je crois que l'inspiration, c'est Manon des Sources au cinéma. Oui, au cinéma, exactement. Et alors là, il y a une femme qui va écouter cette chanson et qui va être bouleversée, c'est Catherine Deneuve. Et elle m'a dit, quand j'ai écouté cette chanson, bien sûr, j'ai été séduite tout de suite par cette voix rocailleuse, cette voix chaleureuse. Mais, elle me dit, mais surtout, dans cette chanson, cet homme qui court dans les rues de Paris la nuit sous la pluie, à la recherche d'une femme qui vient de le quitter, cet homme qui court, mais c'est du cinéma. C'est du cinéma. Claude Nougaro a fait entrer le cinéma dans la chanson française, me dit-elle. Il y a eu À bout de souffle aussi. Il y a eu À bout de souffle. À bout de souffle, c'était absolument extraordinaire parce que il raconte un casse sur une musique endiablée de Dave Brubeck. Il est impossible de mettre des paroles là-dessus. Il réussit et il raconte ce casse. Et donc, c'est le cinéma américain, le cinéma de gangsters, c'est James Cagney et tout cet univers-là qui rentre dans la chanson. Ça bouleverse tout. Et il écrit vite les chansons, en plus, ça vient tout seul. Alors oui et non. Il y a des chansons qui naissent assez rapidement, lorsque les doigts de Maurice Vander l'inspirent, ou alors des fois, évidemment, il y a du travail, et je l'ai vu, moi, travailler sur ces manuscrits. Il travaillait sur des grands cahiers entoilés à dos carré que lui achetait sa sœur Hélène, des cahiers de marque Racine. Et donc là, il avait, à l'ombre de Racine, il écrivait ses vers et il travaillait. C'était vraiment il ne baillait pas au Corneille. Non, pas du tout. Et alors là, avec un souci, il me disait, j'ai un seul souci, le son. Tout le monde parle du sens, la quête du sens, faire sens, il me dit. Du sens, il y en a partout, y compris au café du commerce, il me dit. T'as qu'à écouter, mais du son, il me dit. Du son. Moi, je veux du son. Et donc, il écrivait jusqu'à ce que son oreille soit satisfaite. Et alors là,
Maurice faisait le reste. Exactement, un exemple parmi d'autres. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le... Alors, ce qui est étonnant, Christian Laborde, à propos de Claude Nougaro, c'est qu'on est en pleine époque et du rock. Il fait l'Olympia avec Dalida en 64. D'ailleurs, Dalida est la marraine des routiers. Il n'y a que des routiers ce jour-là. Donc, on a dit qu'il y avait eu une histoire avec Dalida, mais c'est autre chose. Mais oui, il y a une histoire. Il y a même autre chose. Il y a surtout que Dalida a été un peu... Elle avait pris en première partie. Oui, oui. Et comme vous le savez, simplement, il a fait un malheur, quoi. Oui. Et quand la première partie fait un malheur, c'est très difficile d'arriver après pour le chanteur, la star, quoi. Donc il y a eu d'abord ce point désagréable. Après, la façon de se réconcilier, je ne ferai aucun commentaire. Moi non plus, c'est pas notre propos ici. Mais en même temps, il a trouvé un public différent du public des jeunes. C'est ça qui est étonnant. Ah oui, mais là, comme il me disait, tu sais, moi j'ai commencé à démarrer avec Michel Legrand, avec Maurice, et puis la vague yéyé est arrivée, et évidemment, il a été un petit peu emporté. Très vite, les yéyés sont imposés, et il s'est retrouvé un peu rejeté. Et là, a commencé sûrement une période de traversée du désert. En tout cas, on pourra dire qu'il y aura eu un désert, on va dire, médiatique, de télévision, de radio. Mais par contre, ça le comble partout. Il chantait partout, quoi. Donc, il avait un public, mais il n'avait peut-être pas l'écho médiatique que son talent aurait dû lui procurer. Oui, il a toujours un public 20 ans après, et on va continuer à évoquer Claude Nougaro à travers une autre date, le 16 janvier 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Christian Laborde pour parler de Claude Nougaro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, aujourd'hui, 20 ans après la disparition, le départ de Claude Nougaro, nous l'évoquons avec Christian Laborde, proche en poésie mentale de Claude. Christian Laborde qui publie Fourbi, dont on parlera tout à l'heure, chez Heliopol, un livre assez étonnant de poèmes, mais pas seulement. Alors, on revient à Claude Nougaro. Le 16 janvier 1987, c'est le jour où il s'installe dans un appartement à New York, dans un building, en arrivant pour voir ce qu'il appelle la Jérusalem du jazz. Absolument. Il n'a plus de maison de disques. On l'a viré. Il faut imaginer la maison Gallimard dire à Jean Giono, vous ne vendez pas assez. Vous ne faites plus partie de la maison. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour Claude. Mais dans quel monde vit-on? Non, mais attendez, on lui a dit qu'il était légèrement déficitaire. Oui. Et moi, je me souviens de Jacques Brel en 62 chez Philips, où le comptable l'a viré parce que le plat pays avait coûté trop cher à l'enregistrement. Voilà, il est allé chez Barclay. Encore des gens intelligents. Voilà. Et donc, Claude se retrouve sans maison de disques, et donc il part à New York. Alors, l'appartement en question, c'est l'appartement qu'occupe Sue Mingus, la veuve de Charlie Mingus. Il est donc installé chez Charlie Mingus et donc il part et là ça va être le succès, la revanche avec Nougat York. Et je voudrais donner une petite information à nos auditeurs et auditrices ici. Bon, il a été marqué par la pulsation de la ville tout de suite, et il cherchait comment écrire sur ce qu'il avait ressenti. Alors il part dans Harlem, il entre dans un club de boxe, et là il voit un black qui travaille au sac de frappe. Il le voit, il voit le coude qui part sans arrêt. Il me dit, si je veux choper New York, il me faut du vers court, un vers de 5 syllabes, comme le punch du black. Et ça donne, dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous hard rock. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre sur les starting blocks. Et c'est parti. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre sur les starting blocks. Alors, cette chanson, il faut savoir qu'il l'a écrite en français parce qu'il ne parle pas un mot d'anglais. Non, pas un mot. Et alors, d'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'il s'est comporté là-bas à New York comme, comment dirais-je, comme à Paris pour les enregistrements. Vous savez, là-bas, entre midi et 2, on avale quelques sandwichs, quelques hamburgers, et puis vite, on se remet en studio. Claude, il faisait sa coupure, il allait manger des fruits de mer, il
revenait après, un petit peu en retard, et c'est ainsi qu'il a raté d'ailleurs le passage d'un grand guitariste de jazz qui est venu porter quelques notes sur ça. On lui a dit écoute ça. Il n'en revenait pas. Et oui, c'était le guitariste de Miles Davis qui était venu faire quelques accords sur les musiques de Claude Nougaro. Et comment est née l'idée de faire une chanson à New York? Car c'est la maquette qu'il réalise à New York. Ah oui, la chanson, comment Comment est venue l'idée de faire un disque à New York? Alors le disque à New York, c'est Mick Lanaro qui lui dit il faut que tu ailles. Paris commence à te bouder là. Va à New York. Et là, il part à New York, donc, et il part avec, comme je le disais au début, une seule adresse, celle de Sue Mingus, et un seul numéro de téléphone, celui de Philippe Sess, cet artiste, ce compositeur originaire de Marseille, qui se trimbalait avec des cheveux coiffés à la façon des premiers Indiens de New York, enfin un personnage assez étonnant, et Claude lui passe les paroles de New York, de New York, et lui, en faisant son jogging dans Central Park, il revient et il y amène ça, et c'est parti, quoi. Et dont on boudait, que Paris boudait, le voici avec 900 000 albums. Oui, alors justement, il faut savoir que New York est sorti en France, la maison de disques a tout de suite signé la chanson, mais Claude a détesté cette chanson. Au départ, je sais que son attaché de presse, il lui a apporté la cassette, il lui a jeté la figure en disant c'est le plus mauvais disque de ma vie. Oui et non. Évidemment, il n'était plus dans la même construction, il n'était plus dans le jazz, c'est entendu. Mais je veux dire, c'est une telle revanche, quoi. Il y a un tel côté hockey choral, quoi. Je veux dire, il est rentré dans le saloon, ouvrant les deux portes d'un coup, et voilà. Et donc là, il était là. Et donc, il a fait 2 disques américains, mais comme il avait sa respiration, il a dit aux Américains un beau jour, je vous remercie, mais j'ai besoin des doigts de Maurice Vander. Voilà. Et donc il est reparti en trio, et avec quel trio? Maurice Vander, Pierre Michelot à la contrebasse et Bernard Lubat à la batterie. Et donc il a fait une tournée en trio, et même il a fait une tournée avec une voix 10 doigts avec Maurice Vander. Donc il a montré au métier, il a donné une leçon au métier. Hein. Bon, parce qu'il m'avait dit ça, tu vois, voilà sa formule exacte. Il m'a dit, je pensais être un as, ils m'ont dit que j'étais un has-been. Bon, et donc New York. Et il revient alors, voilà. Et résultat, Claude Nougaro devient l'idole des jeunes, un nouveau public le découvre, il a 2 victoires de la musique, il affiche complet au Zénith, ce qu'on n'aurait jamais imaginé quelques années plus tôt. Oui, absolument. Et il a ses victoires de la musique, et il chante New York en regardant sans arrêt Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui a toujours aimé Claude Nougaro et qui avait téléphoné à Cocatrix pour lui demander de mettre Nougaro, de faire passer Nougaro à l'Olympia. Et il était ravi de saluer Johnny qui était au premier rang ce soir-là. Donc, je veux dire, le métier, tout était clair là. Tout était clair. Alors, il avait au départ une maison avenue Junot qu'il a vendue et il s'est installé dans une ville chère au cœur de Sud Radio qu'il a chanté. Sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Quand il a enregistré cette chanson, on n'aurait jamais pu imaginer qu'aujourd'hui la ville rose serait à l'image de Nougaro. La ville pourrait être rebaptisée Nougaro-Toulouse. Ah oui, je pense. Et alors, c'est extraordinaire parce que ça avait très mal commencé. Parce que lorsque je parlais de Toulouse avec Claude, il me disait toujours, la ville rose, pas pour moi. Pour moi, c'était la ville rose. Et il m'expliquait qu'il avait beaucoup souffert à Toulouse de la solitude, de l'abandon de ses parents qui étaient en tournée. D'ailleurs, je lui disais, mais enfin, ton papa, d'accord, il est sur les grandes scènes, mais ta maman, il me dit, maman, elle accompagnait papa en tournée. C'est-à-dire que ma mère n'était pas ma mère, elle était la mère de mon père. Voilà, le tableau. Et donc, il était seul, abandonné. Et si bien qu'à 30 ans, quand il se souvenait de Toulouse, il pleurait la nuit. Il pleurait, il se réveillait en pleurs. Et un jour, réveillé par ses pleurs, il écrit une première version de Toulouse
Ce sont des mots de haine. Les Toulousains ne savent pas ça. Ce sont des mots de haine. Et son épouse se penche par-dessus son épaule et lui dit, mais tu peux pas écrire ça, Claude. Mais c'était ça. Oui, mais c'est ta ville natale. On ne peut pas écrire des choses pareilles sur sa ville natale. Écoute, ta ville natale, je ne la connais pas bien. On y va. Ils y vont, ils prennent l'avion, et les voici qui marchent le long de la Garonne à l'heure où le soleil fait tomber la lumière des briques sur l'eau. Et là, retentit le carillon des minimes. Et là, je reprends l'avenue vers l'école et il sort ce qu'il appelle son blues de derrière les tuiles et son hymne à Toulouse. Et effectivement, je crois il a inauguré le Palais des Sports de Toulouse, il a été le roi du carnaval, et aujourd'hui, dans Toulouse, il n'aurait pas imaginé qu'il soit partout. Il est partout, et il est partout, et pas qu'à Toulouse, car si, je suis pas un homme de chiffres mais enfin, il y a à peu près 1000 lieux en France qui portent le nom de Claude Nougaro. Et quand on parle d'héritage, il faut regarder quels sont. Ce sont soit des rues, des avenues, et des collèges, et des lycées. Alors qu'il y ait des collèges Claude Nougaro, c'est-à-dire que ce qu'il a fait à la langue française, l'éducation nationale le reconnaît. Et donc je trouve qu'avoir un nom d'école, avoir un nom de collège, donner son nom à une école et un collège, pour un poète, c'est absolument merveilleux. Après que les poètes ont disparu, eh bien, leur nom est encore dans la rue ou bien sur l'école. Merveilleux. Il faut savoir, il faut rendre hommage à Hélène, sa dernière femme, la femme de sa mort, comme il disait, parce qu'elle a été pour beaucoup dans le fait que Claude ait mené une vie beaucoup plus sereine jusqu'à la fin. Oui, elle l'a stabilisé un peu, Claude, parce qu'il partait un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'avec Hélène, comme il me dit, avec Hélène, on connaissait le Nougaro des villes, et puis il y aura eu le Nougaro des champs, le Nougara des champs, ils ont acheté une maison à Paziols. Bon, il a redécouvert un petit peu le vent, la nature, le silence. Donc là, ça a été dans cet équilibre que lui a apporté Hélène, une grande période de création, de très beaux albums comme L'Enfant phare. Et puis ensuite, je trouve, bouclant avec Hélène merveilleusement la boucle, c'est la dernière tournée qu'il fait, sans musicien, seul sur scène, avec simplement un banc. Et là, il disait ses poèmes, et il ne chantait qu'à cappella, Toulouse, c'est tout. Et il disait des poèmes exactement comme il avait commencé au Lapin Agile quelques années plus tôt. La boucle était bouclée. Il y a une cohérence dans le parcours qui est absolument succulente. Et entre-temps, il a mené sa vie, comme il le disait, à tombeau ouvert. Et il y a une chanson qui évoque justement cette vie. Terminons la phrase, si vous le permettez, cher maître. C'est à tombeau ouvert et à guichet fermé. Exactement. Et la chanson le symbolise. Je suis sous ton balcon, comme Roméo. Oh, Marie-Christine. C'est vrai que moi je me souviens des mariages Barclay où il était là, naturellement. Oui. Il avait un peu bu en fin de soirée, il avait une grande là-bas, et c'était assez triste à voir parce qu'il méritait tellement mieux. Oui, mais il y avait eu tellement de souffrances qu'il y avait tellement de chagrin, tellement de sentiments d'abandon, et vraiment, il était tellement cassé. Je veux dire, son papa, quand Claude commence à s'intéresser au jazz, il lui dit le jazz, la danse de l'ours, avec tout le mépris du chanteur d'opéra. Et donc, il a fallu que Claude s'impose. Et donc, des douleurs, donc des excès. Mais, alors cette chanson, est extraordinaire parce que il l'a faite pour sa maman. Sa maman Liette, donc, qui disait, Claude, tu devrais faire des chansons plus faciles. Écoute, fais des chansons avec des refrains comme tout le monde. Et alors là, sur un coin de table, il a fait, avec les jeux de mots, je suis sous. Et ça a fait un malheur. Et ce n'était pas la chanson dont il était le plus fier, mais le succès a fait plaisir à sa maman. Et il y a une séquence du Sasa Show où il la chante avec Jean-Yann et Jeanne Estelle à la fin, totalement ivres tous les trois, mais nous, on est ivres de bonheur, on la découvre. Absolument. Est-ce que vous imaginiez, vous, Christian Laborde, que la postérité de Claude Nougaro serait comme elle l'est aujourd'hui ? Oui. Je savais qu'il gagnerait sur la longueur.
C'est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gloires éphémères qui sont éteintes. Vous avez remarqué ? Ben oui, et donc là, quand on fait le compte, quand on regarde de près, il y avait beaucoup de monde, il y avait du monde au balcon à l'époque où il a commencé, et là, bon, mais il y a lui. Et je veux dire, je pense que s'il fallait prononcer un nom et dire il y a un poète dans la chanson, je crois on dira c'est Claude Nougaro. Et je vous dis, le mur des écoles le dit. Alors voilà. donc. Ben justement, l'école et la date d'aujourd'hui, on va en reparler dans quelques instants avec vous, Christian Laborde, et en même temps on va parler de votre livre Fourbi. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Laborde et Claude Nougaro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Laborde, 4 mars 2024, effectivement, aujourd'hui, 20 ans après le départ de Claude Nougaro, on l'a évoqué, car vous le connaissiez parfaitement. Comment l'avez-vous rencontré au départ ? Je l'ai rencontré à Bagnères de Bigorre, il donnait un concert, et j'animais une revue qui s'appelait Aliénor, la revue de l'Occitanie basanée, et donc je voulais un entretien avec lui. Je pousse la porte des coulisses, je tombe, elle se referme aussitôt, je la réouvre, et là je me retrouve devant un colosse qui avait un sac besace à l'épaule, d'où dépassait un petit chien, Obélix et Idéfix, quoi. Et je lui dis, je dois voir Nougaro. Il me dit, puisque vous devez, il me laisse passer. Et là, Claude était là, et donc je l'ai abordé, et on ne s'est plus quitté. On s'est mis à parler, il m'a accordé l'interview, et dès que je venais à Paris, je m'installais chez lui à l'avenue Junot, pas loin de chez Dalida. Oui. Et donc on était là, et donc je l'ai accompagné, j'ai vu naître les chansons, et c'était absolument extraordinaire de le voir répéter, tout ça. Et j'ai vraiment été, il sentait que je goûtais ses mots et sa musique, quoi. Voilà. Et vous avez publié d'ailleurs la première biographie de Claude Nougaro, Oui. L'homme aux semelles de swing, il y a eu 4 éditions. Et puis vous avez fait une chanson avec lui. On peut s'asseoir. Ouvrez vos yeux, tendez l'oreille. Je vous promets, Prof de lettres, car vous êtes le co-auteur de cette chanson. Le co-auteur, un jour, il arrive à Pau, il me dit, fais-moi 4 vers dans lesquels tu parles du métier de professeur. Alors, c'est ce qu'on vient d'entendre, Oui. Je lui fais quelques vers. Il prend ces 4 vers et il part chez Bernard Lubat, dans les Landes, chez le jazzman Lubat. Et donc, il écrit le reste, ça s'appelle Prof de lettres, et c'est mon portrait. Et donc, et comme j'ai fait 4 vers, il m'a fait faire des droits d'auteur 50-50 quand même, comme si j'étais parolier. Et donc, je suis sûrement le seul écrivain qui ait une chanson qui lui soit consacrée comme ça. Et donc, pour l'attaché de presse, le mieux, c'est si on veut me connaître, vous écoutez l'album Bleu Blanc Blues, il y a mon portrait par Claude. Alors évidemment, ça a été pour moi extraordinaire, moi qui aimais les personnages des chansons de Claude, de me retrouver moi-même personnage de son tour de chant, quoi. Oui, alors justement, vous avez été aussi le premier à faire étudier dans un collège et un lycée les chansons de Claude Nougaro, Christian Laborde. Absolument, j'ai mis Nougaro au bac, et ça s'est très bien passé. Et j'étais inspecté sur Toulouse. Je me rappelle, l'inspecteur arrive, et là, il s'attendait évidemment à ce que je fasse Rimbaud ou Baudelaire, et je lui dis, ça va être Nougaro. Et il m'a fait un rapport hyper chaleureux, donc tout est bien parti. Et c'est vrai que j'ai fait découvrir la Nougaro à des élèves, oui. Alors c'est là qu'est née aussi votre carrière d'écrivain, parce que effectivement vous aviez des points communs dans les mots qui chantent. Et ce livre Fourbi que vous sortez chez Héliopole, c'est un peu une synthèse, parce que c'est de la poésie vivante, c'est-à-dire il y a à la fois des textes en prose, des textes en vers, des pensées. C'est une façon de travailler à la Nougaro. Oui, c'est ça, exactement. Finalement, il y a 3, on peut dire qu'il y a 3 parties. Il y a le gardien de Magardo, qui est ce récit poétique. Ensuite, il y a des poèmes, et ensuite il y a des pensées, des vagabondages. C'est un livre ouvert, c'est un vrai fourbi. Et fourbi, d'ailleurs, a le sens que l'on connaît, un bazar. C'est un joyeux bazar, on prend ce qu'on veut, on ouvre le livre où l'on veut. Et en même temps, fourbi, au sens militaire, c'est l'ensemble des armes d'un soldat. Il y a toutes mes munitions, là. Le poème, l'aphorisme, le portrait, l'article, le récit. Et point commun entre tous ces textes, évidemment, la brièveté, la sonorité
Et puis ce regard aussi sur la nature que je porte. Et évidemment, si le poète hier célébrait la nature, aujourd'hui il se porte un peu à son chevet. C'est pour ça que dans ce livre, je console la pluie, puisque j'ai écrit la consolation de la pluie. Elle vient sur mon épaule parce que Jacques, elle est très malheureuse dans le monde qui nous entoure, la pluie. Il faut s'occuper d'elle, et je m'occupe d'elle dans Fourbi. Voilà. Et c'est la tradition de la poésie. On a dit la poésie, c'est mort. On publie plus de livres de poètes en disant qu'il y en a eu quelques-uns dans les siècles passés. Et ça, c'est non seulement elle n'est pas morte, mais elle est plus vivante que jamais. Et vous le démontrez, Christian Laborde. Oui, je vous remercie. C'est vrai qu'elle est vivante, mais vous savez, tous les éditeurs ne publient pas de la poésie. Hein. Il a fallu que Zoé Leroy prenne le texte, l'apprécie et donc le publie. Et c'est vrai que on peut pas nier que si on passe devant une vitrine de librairie, on a beaucoup de livres de romans, beaucoup de documents, de biographies d'hommes politiques. La poésie, il faut aller la chercher au fond de la salle, au fond de la librairie. Donc, mais elle est là. Et je crois que avec sa pulsation et son rythme, elle est bien présente. Et c'est vrai que Nougaro, de ce point de vue-là, pour moi, a été un modèle dans le sens de les images, le rythme, le travail du son. Et ce Fourbi, on le prend où l'on veut, on est sûr de claquer des doigts au bout de 3 lignes. Et en même temps, la poésie, c'est aussi observer la rue. Il y a des textes qui évoquent des scènes dans les cafés, dans le quotidien, parce que le poète est un observateur de la vie. Absolument. On vit avec des antennes. Et donc, on est assis à une terrasse de café et il y a des bruits, il y a des passages, il y a des chevelures que le vent soulève. Il y a des comment dirais-je, des personnes, des gens qui dialoguent, qui parlent. Il y a une musique qui passe. Et je veux dire, il faut laisser la vie entrer. Et ensuite, les mots, il faut laisser la vie entrer en nous. Après, les mots feront leur boulot. Ils feront toujours leur boulot de mots. Mais justement, quand vous écrivez un poème ou un texte, une phrase, est-ce que vous pensez toujours à Claude Nougaro, Christian Laborde? Alors, j'y pense, oui. Je pense à lui parce que c'était mon premier lecteur. Et donc, je lui ai envoyé les textes. Et maintenant, je veux dire, quand j'écrivais un roman, le manuscrit, il le recevait, il m'appelait, on en parlait. Et là, il n'est plus là. Alors, il est présent parce que je me pose les questions, est-ce qu'il aimerait ça? Et des fois, un peu fiero, je me dis ça, il aurait adoré, alors je continue. Alors, il y a des textes étonnants dans ce livre. Il y a la déhanche des passiflores en hommage à Blondin. Ça n'a pas de rapport avec Nougaro, sauf sur l'alcool. Non, voilà, mais la déhanche, le déhanché des passiflores, c'est un texte sur... c'est l'inventaire de tout ce que je veux conserver. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la nature et des coups qu'elle porte, des coups qu'on lui porte, des paysages qui morflent. Et donc, je me dis que dans le paysage qui nous entoure, j'ai envie de tout conserver. Je suis devenu une espèce de conservateur, parce que je veux conserver le ciel, je veux conserver les arbres, je veux conserver les oiseaux, je veux conserver la nuit. Quand vous voyez que la nuit n'existe presque plus avec l'agression des pollutions lumineuses, quoi. Je veux dire, le noir disparaît. Si on perd le noir, on perd le rêve, on perd les fantômes, on perd les ombres, et c'est donc tout cela que je vois autour de moi. Et donc dans le déhanché des passiflores, je veux dire, il faut que les jolies fleurs, les tiges de fleurs qui s'agitent sous le vent sensuellement continuent à le faire. Pour ça, il faut qu'il y ait du vent, pour ça il faut qu'il y ait la lumière, pour ça il faut qu'il y ait la nuit. Alors je chante la nuit, etc. Mais je la chante avec une petite larme à l'œil que n'avait pas le poète au siècle précédent, parce que la nature était splendide, et voilà, mais maintenant, elle morfle. Et je me demande souvent si Claude Nougaro serait heureux dans le monde d'aujourd'hui, s'il écrirait des chansons de la même façon, Christian Laborde. Il ferait le constat qu'il me faisait un jour. Nous étions dans sa cuisine, et il y avait une image de guerre qui passait au journal télévisé de 13h, là. Il voit donc des cadavres sur la route. Et il me dit... Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks. Donc, faisons de la beauté. Chantons, écrivons. C'est la beauté qui va nous sauver, parce que l'homme ne changera pas. C'était un pessimiste. Et je crois qu'aujourd'hui, les tanks sont toujours là, de plus en plus là. Et donc, il continuerait à chanter, parce que la beauté, c'est ce qui peut sauver l'homme. À propos de beauté, dans votre livre, Christian Laborde, vous évoquez l'une des plus belles femmes du monde, Jacqueline Bisset, dans Boulite. Ah oui, ça,
Oui. Tout à coup, je fais passer dans les paysages, on voit passer un cabriolet Porsche, piloté donc évidemment par Jacqueline Bisset. Mais je crois que la femme est un personnage central de tous mes livres. Elle est présente d'ailleurs dans l'héroïne dans Le Gardien de Magardo, cette espèce d'éducation sentimentale là, avec une jeune femme qui passe dans la vie du personnage. Et puis évidemment, j'ai toujours des images qui me viennent. Et quand on me dit qu'est-ce que la femme, je vois Jacqueline Bisset au volant de sa Porsche. Et Claude Nougaro a eu plusieurs femmes dans sa vie, et il était lui aussi fasciné par les femmes. Il écrivait beaucoup sur les femmes. Ah oui, c'est le personnage central de ces albums. Et d'ailleurs, toutes les épouses de Claude ont été des muses, et elles ont toutes une chanson. Odette, elle a la chanson Odette. Marcia, elle a évidemment Île de Ré. Et Hélène, eh bien, elle a deux chansons qui lui sont consacrées. J'ai oublié le titre maintenant, mais c'est absolument merveilleux. C'est des chansons toujours de troubadour, quoi, écrites au pied du donjon, quoi. Alors, ça, c'est... Il se trouve que Sud Radio, c'est la station du rugby, et le rugby est présent dans votre livre, Christian Laborde, et il y a une formule, je pense, qu'on pourrait reprendre le week-end quand on parle de rugby, c'est quelle que soit l'action où tombe le ballon, il y a Antoine Dupont. Oui. C'est Dupont, oui. Je suis ravi de parler de Dupont parce qu'il a une imagination extraordinaire. Il est partout. Il a une invention extraordinaire, ce personnage-là. Et pour moi, c'est un modèle. J'espère que je vais arriver à écrire comme Dupont se déplace sur le terrain. C'est d'une telle grâce, c'est une puissance et non, c'est pour moi Dupont, c'est oui. Alors il me fallait trouver une phrase pour lui rendre hommage. Oui. C'est fait. Alors vous dénoncez aussi dans ce livre, et ça c'est le poète qui parle, les tablettes aujourd'hui, tout ce que les enfants utilisent jour et parfois la nuit. Oui, absolument. C'est-à-dire, il faut se méfier parce que les écrans ne sont pas la fenêtre, Jacques. Voilà la vraie question. On est devant les écrans, ils nous répondent par des pixels, quoi. Et donc, la fenêtre, c'est le monde extérieur. Il faut regarder. Et alors, on a des enfants que l'on fabrique rivés à leurs écrans, et vous savez, souvent, on se pose la question suivante, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Il faudrait poser la question dans l'autre sens. Quels enfants va-t-on laisser à la planète? Parce que ces enfants-là, accrochés à leurs écrans, ils ne vont pas se soucier d'elle, ils ne la voient plus. Pour les chants d'oiseaux, il y aura une application un jour. Voilà. Vous voulez entendre un rossignol, vous appuyez sur rossignol et ça sera une application quelconque qui vous donnera. Donc je suis très méfiant devant et me dire que la beauté, finalement, la beauté d'un paysage, on ne la trouve plus qu'en fond d'écran. C'est ça qui m'inquiète. Les lacs d'altitude fondent et les seuls lacs vivants sont en fond d'écran. Alors que Claude Nougaro, comme vous, écrivait à la main, faisait des dessins, c'était fait autre chose. Vos dernières rencontres avec Claude, ça s'est passé comment? Ça s'est passé dans la... j'étais là jusqu'au dernier moment, quoi. Je veux dire, lorsque il avait donc le cancer du pancréas, et il a été nougarien quand on lui a dit qu'il avait le cancer du pancréas. Il a dit non, c'est le cancer du pancréateur. Bon, je veux dire qu'il nous remontait le moral, quoi. Et je me souviens d'une scène dans sa chambre, là encore, vous voyez, arrive tout à coup, là, on venait lui mettre les perfusions, vous voyez, on voyait les gens qui dressaient comme ça, il m'a dit, regarde, voici les potenseurs. On lui dressait les potences dans la chambre. Mais cette force qu'il a eue, et alors extraordinaire, il arrivait à rire de sa maladie, et puis il avait installé des miroirs au bord de la fenêtre, si bien qu'allongé sur son lit, il pouvait voir Notre-Dame, puisqu'il était à la rue Saint-Julien le Pauvre. Et je me souviens lui avoir lu, un après-midi, lui avoir lu quelques poèmes, et notamment de Ludovic Janvier, et je lui avais lu quelques poèmes et il avait Notre-Dame dans les yeux, et donc il s'est éteint paisiblement en acceptant ce qui lui arrivait.
avec une sérénité fabuleuse. Et donc, et ensuite, ces cendres ont été dispersées depuis le Pont-Neuf à Toulouse dans la Garonne. Donc, il dort dans la Garonne. En tout cas, vous en parlez merveilleusement et avec beaucoup d'amitié et de fraternité. Christian Laborde, merci de lui rendre hommage aujourd'hui. Puis je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui aiment Nougaro et qui vous découvriront peut-être, s'ils ne vous connaissent pas, dans ce livre Fourbi chez Héliopold, qui est un modèle de livre de poésie. Continuez ainsi à écrire et à défendre la vraie langue française. Merci, je continuerai. Je compte sur vous. À bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.